Bonjour, Monsieur le ministre. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. Merci de votre invitation. Moscou accueille le premier sommet arabo-russe. Pourquoi cette initiative maintenant? Quels objectifs la Russie se fixe-t-elle? Et si l'on peut déjà en parler, quels pays ont accepté l'invitation et seront représentés au plus haut niveau? Eh bien, comme le dit le proverbe, il y a toujours une première fois. Cela s'applique tout à fait en l'occurrence. Mais si l'on parle de la préparation de ce premier sommet, il faut rappeler que le dialogue russo-arabe a une longue histoire. En fait, il ne s'est jamais interrompu. Après que les pays arabes concernés ont accédé à l'indépendance, l'Union soviétique, puis la Russie après 1991, ont entretenu des relations étroites et stratégiques avec la plupart de nos amis du monde arabe. Depuis 2013, nous avons décidé de systématiser ces échanges et de leur donner une dimension multilatérale. En plus de nos relations bilatérales avec chacun des pays arabes, nous avons proposé d'établir un forum de partenariat et de dialogue Russie-Monde arabe ou Russie-Ligue arabe, au niveau des ministres des Affaires étrangères. À ce jour, 6 réunions ministérielles ont déjà eu lieu, à raison d'une tous les 2 ans environ. La 6e s'est tenue en décembre 2023 à Marrakech, au Maroc. C'est là que, sur instruction du président Poutine, j'ai présenté l'initiative russe d'organiser le premier sommet entre la Fédération de Russie et la Ligue arabe. Ce sommet, convenu d'un commun accord, est prévu pour le 15 octobre. 2 jours auparavant, le 13 octobre, se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères afin d'examiner et d'adopter les projets de documents finaux du sommet. Tous les pays membres de la Ligue arabe, sans exception, ont été invités, ainsi que son secrétaire général, M. Ahmed Aboul Gheit, citoyen égyptien, avec lequel nous avons longtemps collaboré au sein des Nations Unies. Bien évidemment, beaucoup de nos partenaires arabes sont aujourd'hui profondément préoccupés par la situation en Palestine. Certains d'entre eux participent à des consultations spécifiques visant à faciliter des négociations indirectes sur la question palestinienne. Néanmoins, nous avons toutes les raisons de penser que la grande majorité des membres de la Ligue des États arabes participera au sommet au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Justement, à propos de la question palestinienne, passons aux principaux défis de la région. La guerre dans la bande de Gaza dure depuis exactement 2 ans. Des dizaines de milliers de morts et une catastrophe humanitaire. Dans ce contexte, Tel Aviv annonce son intention de prendre le contrôle total de la bande et on parle même du déplacement de la population vers des pays tiers. On entend beaucoup parler du plan de Trump. Comment envisager le règlement de la situation? La Russie et la Chine peuvent-elles jouer le rôle de garant comme le demandent certains pays arabes? La situation est, bien sûr, catastrophique, sans aucune exagération. Dans de nombreuses capitales européennes et parmi de nombreux représentants d'organisations internationales, on emploie le terme de génocide. On emploie le terme de famine. Des enfants meurent d'épuisement et de faim. Le nombre total de morts, selon les sources officielles, s'élève à 65 000 en 2 ans. La plupart d'entre eux sont des civils, femmes, enfants et personnes âgées. Le nombre de blessés est de 170 000. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans abri. À titre de comparaison, 65 000 civils en 2 ans, c'est plus du double que pour toute la période de la situation en Ukraine depuis le coup d'État. Le nombre de victimes civiles en Ukraine en 12 ans est inférieur à celui en Palestine en 2 ans. La situation est très grave. Vous avez mentionné quelques idées exotiques qui ont été évoquées au début par l'administration Trump lorsqu'elle a commencé à se pencher sur ces questions. La Riviera, le déplacement, la création d'une zone de loisirs.
Les pays arabes, surtout l'Égypte et la Jordanie, en tant que pays voisins, les plus proches de la Palestine, où, en effet, nos collègues américains voudraient réinstaller la majorité des habitants de la bande de Gaza, y sont catégoriquement opposés. Ensuite, on a entendu dire que, face à cette position ferme des Arabes, d'autres parties du monde avaient été envisagées. On a mentionné le Somaliland et même l'Indonésie et le Soudan du Sud. Mais maintenant, il me semble que tout le monde a compris que ce serait une catastrophe, non seulement pour les Palestiniens sur le plan humanitaire, mais aussi une catastrophe pour la crédibilité de l'ONU, qui a proclamé un État palestinien en parallèle avec l'État d'Israël dès 1947. Il est vrai que les Arabes ont peut-être agi de manière plutôt irréfléchie à l'époque, ce qui a entraîné des événements qui ont finalement conduit à des affrontements sanglants et au rétrécissement des territoires prévus pour l'État palestinien. Néanmoins, la décision de l'ONU, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale reste inchangée. L'État doit être créé. Le Premier ministre Netanyahou, qui s'est d'ailleurs récemment entretenu par téléphone avec le président Poutine, notamment sur le règlement palestinien, a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Si vous regardez le plan de Donald Trump, que nous considérons comme une initiative positive, étant donné qu'il faut mettre fin aux hostilités, sauver des vies, reconstruire la bande de Gaza, la ville de Gaza ou ce qu'il en reste, Trump a proposé ces 20 dispositions dans lesquelles figure le mot « État ». Mais tout cela est formulé de manière assez vague. De plus, ces propos sont formulés dans un contexte où il n'est question que de ce qu'il restera de la bande de Gaza. La Cisjordanie n'est pas mentionnée dans ce contexte. Pourtant, nous sommes réalistes. Nous comprenons que c'est probablement la meilleure option sur la table, en ce moment au moins, du point de vue de l'acceptabilité pour les Arabes et d'un non-rejet par Israël. Et c'est ainsi que je qualifierais la position de Netanyahou. Mais le plus important, bien sûr, est que ce soit acceptable pour les Palestiniens. Le Hamas, qui constitue une partie du peuple palestinien, est une partie du problème. Nous avons fermement condamné l'attentat perpétré il y a 2 ans, le 7 octobre 2023, par le Hamas contre la population civile. 1200 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été prises en otage. C'est un crime. Mais la punition collective infligée à l'ensemble du peuple palestinien pour ce type d'attaque terroriste constitue également une violation flagrante du droit international humanitaire. À l'époque, lorsqu'on leur signalait qu'il ne fallait pas réagir ainsi, qu'il fallait punir les coupables et non les innocents, les femmes et les personnes âgées, plusieurs responsables israéliens répondaient qu'il n'y avait pas de civils là-bas et qu'ils étaient tous des terroristes dès l'âge de 3 ans. Certes, là-bas, on nourrit l'extrémisme depuis 3 ans. Mais je me souviens que pendant des années, quand je travaillais à New York, et plus tard, quand je suis devenu ministre, nous expliquions à nos collègues israéliens qu'il fallait renoncer à l'intransigeance et aux tentatives de contourner la décision de l'ONU. Nous leur indiquions que la persistance de l'extrémisme au Proche-Orient était principalement due au fait que le problème palestinien n'avait toujours pas été résolu depuis près de 80 ans. En effet, des enfants sont nés, ils vont à l'école, et à l'école, on leur enseigne qu'ils auraient dû avoir leur propre pays, leur propre État, conformément à la décision de l'ONU. Israël a été créé, mais pas la Palestine. Mes collègues israéliens, et même mes nombreux amis israéliens, m'en ont voulu. Mais pourquoi essaies-tu de tout justifier ? Ce n'est pas si simple. En effet, quand des générations sont formées depuis des décennies dans une situation où leurs aspirations, légitimes et approuvées par l'ONU, sont tout simplement ignorées,
il est très difficile de contenir ce genre de sentiment. C'est pourquoi je reviens une fois de plus au plan de Donald Trump. Le plan est réaliste si les Palestiniens l'acceptent. Naturellement, nous souhaitons que réussissent les négociations indirectes qui se déroulent actuellement en Égypte avec la participation de la Turquie, de l'Égypte, du Qatar, des États-Unis et d'Israël, bien sûr, qui négocient avec le Hamas par le biais d'intermédiaires. Il est très important, sans aucun doute, d'arrêter toutes les hostilités. Le fait que le Hamas mette un accent particulier sur les garanties de non-reprise des frappes et des combats dans la bande de Gaza, et avant tout dans la ville de Gaza, reflète le fait qu'il tire les leçons de l'expérience qui a précédé la situation actuelle. Rappelons qu'au début de cette année encore, certaines propositions semblaient être avancées. Leur mise en œuvre avait même commencé avant qu'Israël, après avoir mené la première phase, ne reprenne les hostilités en prétextant que le Hamas ne respectait pas ses engagements. C'est pourquoi il est essentiel, cette fois, de travailler sur les détails afin d'éviter tout nouveau dérapage. Nous avons tous vu à la télévision ces images où, depuis le bureau ovale, Donald Trump et Benjamin Netanyahou s'entretenaient avec le Premier ministre du Qatar. Trump avait alors tenté, en direct, d'obtenir des garanties qu'il n'y aurait plus d'actions similaires. En l'occurrence, contre le Qatar, sous prétexte que des dirigeants du Hamas se trouvaient sur le territoire de Doha. Nous souhaitons du succès à tous ces efforts. Si nous pouvons aider en quoi que ce soit, nous le ferons sans aucun doute. Le président Poutine, lors du forum de Valdai, a dit très clairement que nous aimerions, bien sûr, aider à créer un État palestinien, mais il faut commencer par quelque chose. L'État viendra, le moment venu. Cet objectif ne doit pas être retiré de l'ordre du jour. Et nos collègues occidentaux doivent, eux aussi, assumer leur part de responsabilité, car ils ont joué un rôle majeur dans le blocage des décisions relatives à la création d'un État palestinien indépendant, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Macron, à un moment donné, au mois de juin, et puis Starmer ont déclaré qu'ils reconnaîtraient la Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais s'ils avaient déjà décidé en juin de la reconnaître, pourquoi ne pas le faire à ce moment-là? Peut-être espérait-il qu'au bout de 2-3 mois, il n'y aurait plus rien à reconnaître, qu'il ne resterait rien de la Palestine. J'ai également évoqué la situation très préoccupante en Cisjordanie. Du point de vue de la future souveraineté palestinienne, telle qu'elle est prévue par les résolutions des Nations Unies, la quasi-totalité de ce territoire est désormais occupée par des colonies israéliennes. J'ai entendu dire, rien d'officiel, bien sûr, mais cela circule dans les milieux politiques et parmi les experts, qu'il serait question de créer 2 ou 3 municipalités en Cisjordanie pour y placer des dirigeants palestiniens. Mais on ne sait pas très bien qui ni comment ils seraient censés gouverner. Je le répète, ce qui importe aujourd'hui, c'est de mettre fin à ce bain de sang. Et de ce point de vue, le plan de Trump offre, lui, une lueur d'espoir. Passons à la Syrie. Vous avez rencontré votre homologue syrien en juillet à Moscou et aussi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. À quel stade en est-on actuellement de la coopération avec les dirigeants au pouvoir de ce pays et quelles en sont les perspectives, notamment que deviendront les bases militaires russes? Depuis l'époque soviétique, nous entretenons des liens amicaux et coopérons étroitement. Notre pays a apporté une contribution considérable à la mise en place des bases de l'économie, de la sphère sociale, à la formation des cadres et au renforcement de la capacité de défense de la République arabe syrienne. En 2011, au moment du printemps arabe, quand le conflit a éclaté en Syrie et quand l'opposition, poussée par l'Occident, a pris des armes et choisi de s'appuyer sur des éléments extrémistes et terroristes, nous sommes bien sûr venus à la rescousse des autorités légitimes de la République arabe syrienne.
Le président Poutine a pris cette décision et nous avons considérablement contribué à la normalisation de la situation. Nous avons passé des accords avec les Américains et il y a eu des accords multilatéraux à New York et à Genève. Une résolution a été adoptée et si elle avait été respectée, on n'aurait probablement pas à observer l'opposition qui persiste encore en Syrie entre les autorités centrales et un certain nombre de régions du pays. Nos relations avec la République arabe syrienne ne sont pas conjoncturelles. C'est pourquoi, immédiatement après les événements de décembre dernier, nous avons renoué le dialogue. Notre président s'est entretenu par téléphone avec le chef du nouveau gouvernement, Ahmed al-Chareh. Notre délégation interministérielle s'est rendue à Damas au début de cette année pour, conjointement avec ses collègues syriens, faire l'inventaire des projets lancés sous le président El-Assad qui, à notre avis, pourraient être poursuivis, peut-être avec des ajustements au vu des conditions actuelles. J'ai rencontré Assad El-Shibani au printemps à Antalya dans le cadre de notre participation au forum diplomatique. Nous nous sommes ensuite revus en juillet, chez nous, puis à New York. De plus, au mois de septembre, une autre délégation interministérielle, au niveau du vice-premier ministre Alexandre Novak, une composition imposante, a effectué une visite à Damas. La délégation s'est entretenue avec ses collègues et avec le président syrien de la transition al-Chareh. Nous souhaitons que tout ce qui a été commencé, que ce soit à l'époque soviétique ou après 2011-2014, et tout ce qui contribue au développement de l'économie nationale, de l'industrie, de l'agriculture, du secteur énergétique, soit maintenu. Mais, bien entendu, il faut tout adapter aux nouvelles conditions. Cela vaut également pour nos bases militaires. Comme le président l'a déclaré à plusieurs reprises, nous n'y resterons pas contre la volonté des autorités syriennes. Mais elles, tout comme certains autres pays de la région, souhaitent apparemment que nous maintenions notre présence. Bien sûr, nous ne sommes plus là pour soutenir militairement les autorités légitimes contre telle ou telle force d'opposition. Nous devons reformater nos fonctions. L'une des tâches évidentes qui pourrait être utile aux Syriens, à leurs voisins et à de nombreux autres pays, est la création d'un centre humanitaire. Utiliser le port et l'aéroport pour livrer des cargaisons humanitaires depuis la Russie et les pays du Golfe Persique vers les pays africains. La pertinence en est bien perçue. Nous sommes prêts à discuter des détails. En fait, la question a déjà été discutée et nous pouvons constater un intérêt mutuel. De plus, il y a encore un sujet concernant la Syrie, sa situation politique intérieure. La Syrie exige catégoriquement qu'on cesse de s'ingérer dans ses affaires intérieures. Les vastes territoires de la République arabe syrienne sont sous le contrôle de forces étrangères dont la présence n'est pas toujours justifiée par une invitation de Damas. La situation est particulièrement compliquée dans le sud du pays, où Israël insiste sur la création d'une zone tampon. Nous comprenons la préoccupation légitime d'Israël concernant sa sécurité. Le président a souligné à plusieurs reprises que c'était une chose indispensable à la paix au Moyen-Orient. Mais il faut également garantir les intérêts d'autres acteurs. Au nord-est, l'administration Biden a commencé à courtiser et à encourager de toutes les manières possibles les sentiments séparatistes des Kurdes. Il y a de nombreux facteurs. Nos collègues turcs sont présents au nord, à la frontière entre leur pays et la République arabe syrienne. Les Alaouites, aussi des chrétiens, sont également confrontés à des défis. Une église a été attaquée de manière barbare
tout récemment. C'est pourquoi l'unité de la République arabe syrienne doit être au centre des intérêts de tous les pays ayant une certaine influence sur la situation, sur Damas et sur divers groupes ethniques, religieux et politiques dans d'autres régions du pays. Nombreux sont ceux qui craignent, et c'est une crainte historique, que la question kurde n'explose. Car si ces jeux avec les Kurdes syriens, avec leur autonomie et leur séparatisme, débouchent sur quelque chose de concret, la question kurde est susceptible d'exploser dans d'autres pays de la région. Les risques sont très graves. Nous aiderons donc nos partenaires syriens à tous les égards. Nous sommes également prêts à coopérer sur ces questions avec d'autres pays qui promeuvent, d'une manière ou d'une autre, leurs intérêts en République arabe syrienne. La participation du président syrien de la transition, Al-Shareh, au sommet russo-arabe du 15 octobre revêtira une importance particulière. Je pense que des discussions sérieuses y auront lieu. La situation en Iran est également l'un des facteurs clés qui influencent la stabilité dans la région. Après le recours à la force militaire par Israël et les États-Unis cet été, comment envisage-t-on l'évolution future de la situation? Est-il possible, à votre avis, de revenir à des négociations à proprement parler sur le programme nucléaire iranien? L'Iran y trouve son intérêt. Depuis des mois, voire depuis un an à peu près, depuis janvier, lorsque l'Occident a commencé à envisager sérieusement de réimposer des sanctions, bien qu'il n'en ait pas le droit, l'Iran s'est constamment montré favorable aux négociations, faisant preuve de souplesse et de créativité dans ses positions. Il n'a pas cédé. Il s'est efforcé de ne pas céder aux provocations, car l'Occident incitait constamment les négociateurs iraniens à participer à de nouveaux cycles de négociations pour parvenir ensuite à un accord préliminaire. Tous espéraient mettre un terme à toutes les discussions sur la marche à suivre, alors que l'Occident a renoncé à ses propositions, aux accords préliminaires et aux compromis, tout en continuant de recourir au chantage, aux dictats et aux menaces. Le fait même de la reprise de ces sanctions, que l'Occident s'efforce de faire passer pour un acte juridique accompli, est absolument scandaleux, car, je le rappelle, ce n'est pas l'Iran qui a violé la résolution approuvant le plan d'action global conjoint. L'Iran l'a respecté depuis 2015, dès son adoption. Ensuite, en 2019, les États-Unis ont dit que cela ne leur plaisait pas et qu'ils n'allaient pas l'exécuter. Alors que les Européens, qui étaient entre autres obligés de mettre en œuvre le fruit de leurs efforts, au lieu de se prononcer fermement pour le maintien de cet accord, se sont mis à faire le jeu de Washington et à convaincre les Iraniens. Oui, les Américains ont refusé de le mettre en pratique. Mais ne vous vexez pas. Trouvons autre chose. Là, il faut céder. C'est un sale coup, en fin de compte. Sans parler du fait que cela enfreint de manière flagrante le droit international. Alors que la charte de l'ONU oblige à respecter toutes les résolutions, ils ont pris une telle décision. Ils ont profité d'une disposition de l'accord qui a suscité des questions en 2015. Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères de l'époque, qui était également le négociateur, a reçu la proposition de John Kerry. Tout a été négocié. Un long document contenant tous les détails techniques, juridiques et pratiques a alors été rédigé. Et John Kerry a proposé à notre collègue, au ministre iranien, de tout écrire de manière à pouvoir vendre cela au Congrès
et à Washington. Étant donné que beaucoup aux États-Unis ne faisaient pas confiance à Téhéran, il fallait écrire, dans le but de les convaincre que si l'Iran viole ou ne respecte pas ses obligations, une résolution sur la reprise des sanctions serait automatiquement adoptée et on ne pourrait rien y faire. Autrement dit, ils ont conçu un système qui favorisait clairement tous ceux qui souhaiteraient réimposer des sanctions contre l'Iran. Je suis convaincu que les Iraniens ont accepté cet accord pour une seule raison. Ils n'avaient pas l'intention et ne voulaient pas violer quoi que ce soit. C'est pour cette raison qu'ils ont signé en bonne conscience et sans hésiter cet outil sans précédent dont l'Occident a récemment abusé de la manière la plus flagrante en renversant complètement la situation. Ainsi, ce pays qui n'a rien enfreint, mais qui a tout respecté, jusqu'à ce que l'Occident se retire de l'accord, a été puni. Mais j'aimerais également aborder un autre point. Les Iraniens sont toujours prêts à négocier. Cependant, l'Occident semble faire tout son possible, exprès, pour empêcher ces négociations avec les États-Unis, bien que les Iraniens l'aient quand même prévu. L'Occident fait même tout pour empêcher une coopération normale entre l'Iran et l'AIEA. C'est comme s'ils cherchaient délibérément à provoquer un grand conflit. Certains veulent peut-être en profiter. De toute façon, nous parlons des affaires arabes et nous nous préparons au sommet arabe. Ces dernières années, notamment grâce à nos efforts, nous pouvons constater des progrès positifs dans les relations entre l'Iran et les pays arabes. L'Iran entretient des relations avec certains d'entre eux déjà depuis longtemps. Et il y a quelques années, il a normalisé ses relations avec l'Arabie saoudite, le pays arabe le plus important du Golfe Persique. Nous avons largement salué ce rapprochement, étant donné que nous promouvons depuis de nombreuses années le concept de sécurité collective dans la région du Golfe Persique. Nous souhaitons naturellement que tous les États côtiers renforcent leur confiance entre eux, développent des projets mutuellement bénéfiques, et ainsi de suite. Il s'agit des 6 pays arabes membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et de l'Iran. Et beaucoup ne souhaitent probablement pas que cela se produise. Ces gens ne veulent pas que l'Iran se débarrasse des problèmes qui lui ont été imposés, notamment de celui que je viens de mentionner, notamment des exigences selon lesquelles l'Iran renonce unilatéralement non seulement à son programme nucléaire, mais aussi qu'il se désarme de façon unilatérale. De plus, beaucoup souhaitent que les relations des États arabes du Golfe envers l'Iran restent tendues. Ce sont des jeux de l'Occident. Les Britanniques sont réputés pour leur méthode consistant à diviser pour régner. Pourtant, dans ce cas précis, il ne s'agit même pas de diviser, mais plutôt de monter les uns contre les autres pour ensuite régner. Il est regrettable que les ambitions coloniales et néocoloniales continuent de déterminer les actions de certains de nos collègues occidentaux. Vous avez parlé des négociations à Vienne en 2015. Je me souviens combien de mois cela a pris au palais de Cobourg et quelle fut la joie le 15 juillet lorsque ce document a finalement été signé. Passons maintenant à d'autres questions. J'ai une question concernant l'Arabie saoudite que vous avez déjà mentionnée. L'année prochaine, nous célébrerons le 100e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec ce pays. Comment caractériseriez-vous la coopération ancienne et contemporaine entre la Russie et l'Arabie saoudite ? Je considère que nos relations avec l'Arabie saoudite sont excellentes. L'Union soviétique a été le premier pays à reconnaître l'Arabie saoudite. C'était déjà un royaume, mais il portait alors un autre nom. Ce geste fondateur a permis d'établir des liens étroits, fondés sur la confiance. Les diplomates soviétiques qui travaillaient à l'époque en Arabie saoudite y ont laissé un souvenir très positif. Par la suite, au milieu du siècle dernier, nos relations se sont quelque peu tendues, pour des raisons que nous connaissons bien. Mais l'élan donné en 1926 a permis de les rétablir rapidement. Aujourd'hui,
Que ce soit au niveau du président, du prince héritier Mohamed Ben Salman, des ministres, des vice-premiers ministres ou des responsables de différents secteurs, un dialogue de confiance s'est instauré. Nos échanges sont à la fois constructifs et particulièrement productifs. De nombreux projets concrets sont en cours, notamment dans le domaine des investissements. Nous développons des co-investissements dans l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Et bien entendu, sur le plan politique, nous entretenons une coopération très étroite. Nous soutenons pleinement les initiatives que l'Arabie saoudite met en avant sur la scène internationale. Des initiatives qu'elle défend avec constance depuis de nombreuses années. Parmi celles-ci, la question palestinienne occupe une place toute particulière. En 2002, à Beyrouth, lors du sommet de la Ligue des États arabes, l'initiative de paix arabe a été présentée. Celle-ci prévoyait une normalisation complète des relations entre les pays arabes et Israël, à condition qu'un État palestinien soit d'abord établi. Cet appel de 2002 rappelait encore une fois la nécessité de mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce principe, créer un État et en échange reconnaître Israël pour vivre en paix, a été soutenu non seulement par les pays arabes, mais même par l'ensemble du monde musulman. Un sommet spécial de l'Organisation de la coopération islamique s'est d'ailleurs tenu à Téhéran, où cette initiative saoudienne a été approuvée. Bien sûr, je ne dirais pas que tout cela est désormais perdu, il reste encore certaines chances. Mais si à l'époque, on avait écouté la voix de la raison, celle du monde arabo-musulman, la situation aujourd'hui serait sans doute bien différente. D'ailleurs, depuis 7 ou 8 ans, les États-Unis cherchent, semble-t-il, à inverser cette logique, en promouvant ce qu'ils ont appelé les accords d'Abraham. L'idée était la suivante: que tous les pays arabes reconnaissent d'abord Israël et qu'ensuite, seulement, on voit ce qu'il convient de faire de la question palestinienne. Dans ce cadre, Washington accordait une attention toute particulière à son travail avec l'Arabie saoudite. Et tout récemment, le prince héritier Mohamed Ben Salman a déclaré publiquement que la position de son pays restait inchangée. D'abord, la création d'un État palestinien, puis la normalisation des relations avec Israël. C'est une position qui force le respect. La première visite en Union soviétique remonte, je crois, à 1936. À cette époque, le prince héritier, devenu plus tard le roi Faisal, s'était rendu à Moscou. Ce déplacement avait lui aussi contribué à l'établissement de relations étroites et fondées sur la confiance. J'aimerais également mentionner nos liens humanitaires. Chaque année, environ 25 000 citoyens russes effectuent le pèlerinage à la Mecque. Nous apprécions profondément l'attention que les autorités saoudiennes accordent à nos pèlerins. Nos échanges culturels se développent aussi. Tout récemment, nous avons organisé le concours de chansons Intervision et l'excellente chanteuse saoudienne Zena Emad s'est distinguée par une très belle prestation. Et peu après, les autorités du royaume ont annoncé qu'elles étaient prêtes à accueillir la prochaine édition de ce concours, désormais annuel. Ce sera une belle occasion de marquer le centenaire de nos relations diplomatiques.